Bon, 5700 degrés, c'est la température estimée à la surface du Soleil, donc autant vous dire que ça chauffe un max. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'imaginer ce qui pourrait se passer si notre belle planète atteignait cette température. Alors là, t'inquiète pas, ça va chauffer. Et pour en arriver là, on a imaginé les conséquences catastrophiques qui vont nous y mener. Et du coup, on va monter petit à petit en température avec des paliers, en commençant de 1 degré jusqu'à 5700 degrés. Rapprochez-vous mes sergents-majors à queue de ciseaux, ça existe. On va devoir affronter la chaleur extrême, la sécheresse, la déshydratation et globalement une mort dans d'atroces souffrances, sans spoiler. Alors on va parler bien sûr des plus grandes canicules de l'histoire, mais on verra également des témoignages glaçants qui sont un avant-goût de ce qui pourrait nous arriver dans un futur plus ou moins proche. Et bien évidemment, j'aborderai aussi et surtout les pires changements que notre planète va devoir affronter jusqu'à être complètement transformée. Mais déjà pour commencer, on va voir les conséquences avec plus 1 degré. Bon, déjà avant de faire monter la température, il faut savoir d'où on part. En fait, quelle est la température moyenne de la Terre à l'heure actuelle? Là, bon, si on se fie en gros aux différentes études, bien, elle est de 15 degrés, avec pas mal de variations en fonction des pays, comme là on va le voir dans la vidéo. Mais bon, en tout cas, dans notre scénario, l'humanité s'apprête à dire adieu à ces fameux 15 degrés moyens. Car là, le thermomètre va commencer à monter en flèche, en faisant des ravages. Et ça concerne aussi notre cher Gustave, qui est là-dedans. Alors bien sûr, vous êtes énormément à connaître Gustave. Quand vous me voyez en vrai, vous vous demandez toujours « Comment il va Gustave? Est-ce qu'il est vivant et tout ?» Du coup, voilà, ça dépend des jours. Ça fait maintenant des années que vous le connaissez dans les formats Ça fait quoi. Voilà, il est famous quoi. Et justement, figurez-vous qu'aujourd'hui, ou plutôt prochainement, il va devenir la star d'un livre. Parce qu'avec les éditions Le Duc, en fait, je vous propose un ouvrage dédié à Gustave qui va compiler les Ça fait quoi les plus emblématiques qu'on a publiés sur la chaîne Poisson Fécond, ainsi que plein d'autres inédits. Par exemple, avaler 2 boîtes de Doliprane, ça fait quoi? Jouer aux jeux vidéo pendant 144 heures, ça fait quoi? Ou alors le fait de manger qu'au McDo et ce genre de choses, ça vous les retrouverez dedans. Mais il y en aura aussi des inédits comme le fait de survivre à une chute libre sans parachute, ça fait quoi? Ou alors manger des insectes pendant 1 an, ça fait quoi? Ou même passer 1 mois en apesanteur, on va le voir aussi également dedans. Okay. Et il se trouve que là, on vient d'ouvrir les précommandes et vous pouvez passer par le lien en description pour réserver votre exemplaire dès maintenant. En fait, les précommandes, c'est super important puisque ça va permettre d'envoyer un signal au libraire pour savoir en fait si le livre a du potentiel et s'il pourrait plaire à d'autres personnes. Donc, si vous êtes réceptif et que du coup vous voulez le précommander, ça peut faire en sorte que les Ça fait quoi et Gustave soient davantage connus aux yeux de tout le monde, quoi. En tout cas, la parution du livre est prévue pour le 22 mai de cette année là, mais vous pouvez passer précommande dès maintenant pour l'avoir le jour de la sortie. Et justement, en plus de ça, avec les éditions Le Duc, on a rajouté des systèmes de paliers qui vont vous permettre de débloquer des goodies et également de soutenir en fait ce projet exceptionnel. Voilà, le lien est dans la description. Si vous voulez avoir enfin du coup un Gustave en livre chez vous, c'est l'occasion ou jamais. Bon, pour en venir aux températures, si 15 degrés c'est la température moyenne de la Terre, les pays bien sûr sont différemment lotis là-dessus. Déjà si on commence par la France, elle est où celle-là? Elle est là. Sachez qu'en France on est plutôt à 11 degrés en moyenne sur toute l'année. Après en Guinée-Bissau ou même au Soudan, là c'est pas la même chose parce que les températures moyennes sont autour des 28 degrés, mais vous verrez plus tard que ce ne sont pas les pays les plus chauds du monde. Alors que de l'autre côté du spectre, sur l'année, on a une moyenne de 4 degrés avec le Tadjikistan ou même 7 degrés en Corée du Nord. Il fait froid là-bas dans tous les sens du terme. It was at this moment that he knew he fucked up. Bon, du coup, sur le papier, on peut se dire que rajouter 1 seul degré, comme on s'apprête là à le faire, ça n'a pas changé grand-chose. Mais détrompez-vous. En fait, 1 seul degré en plus, c'est le début des problèmes, des choses qui s'aggravent, et tout ça surtout pour les personnes fragiles. Par exemple, c'est le cas avec les gens qui vivent dans certains bidonvilles à Manille, aux Philippines. Et d'ailleurs, parmi les villes les plus densément peuplées au monde. Vraiment, les gens sont serrés là-bas, quoi. Parce que en fait, dans ce genre d'installation, où les toiles en tôle sont légion, 1 degré est très rapidement amplifié et donne l'impression d'être dans une sorte de cocotte minute. Là-bas, les plafonds sont très bas, donc la chaleur reste en permanence, sans pratiquement aucun courant d'air. Du coup, ça devient compliqué de dormir, les corps se fatiguent, et surtout, les gens tombent malades plus facilement. Alors si certains ont que des petits trucs désagréables comme des boutons de chaleur, les personnes âgées, elles vont souffrir rapidement de déshydratation et ça peut entraîner la mort. Après, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour commencer à avoir les premiers changements à cause des plus 1 degré. En fait, si la Terre chauffe un peu plus, il y a moins de gel et il y a moins de neige en France. Et il y a aussi des petits changements au niveau de la faune et de la flore. Par exemple, certaines espèces invasives comme les frelons asiatiques. On le croise en été dans la région, mais il faut s'en méfier aussi en automne, surtout avec le dérèglement climatique. Ou certains moustiques qui aiment la chaleur vont se sentir encore plus à la maison, ils vont se multiplier, ça va créer encore plus de bazar. Et petit à petit, ça va détraquer le rythme des animaux qui hibernent. Bref, ça n'annonce pas grand-chose de positif. Bon, après cette petite entrée en matière avec plus 1 degré, dans ce qui va suivre, on va voir ce qui va se passer avec la Terre en 2100, où théoriquement, dans la réalité, on est censé avoir plus 4 degrés, si on ne calme pas le réchauffement climatique. Là, vous allez voir que les canicules vont se multiplier et ça va commencer à coûter la vie à beaucoup de personnes.
Alors là, déjà, faut que je commence par vous parler des vagues de chaleur. Et il se trouve que l'année dernière, en 2024, l'Asie a été dévastée par une canicule extrême, qui a duré plusieurs semaines selon les pays. Là-bas, les températures ressenties ont été de plus de 50 degrés et beaucoup d'écoles ont été juste fermées. Le télétravail a été encouragé et notamment au Vietnam, on a même parlé de confinement climatique. C'est quand même un nouveau mot, quoi. L'Inde n'a pas non plus été épargnée parce qu'il y a eu des centaines de morts, voire même des milliers selon les décomptes, et tout ça lié directement ou indirectement à la chaleur. Et là, dans ces pays où l'accès à l'eau potable n'est pas donné à tout le monde et où les personnes sont parfois entassées dans des petits espaces, la chaleur est clairement meurtrière. Les nappes phréatiques sont à sec. Les habitants de ce quartier ne peuvent compter que sur ce camion-citerne qui les fournit une fois par jour. Vous avez vu la température sur votre mur? 42 degrés. Et donc là, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est une canicule exceptionnelle. C'est ce qu'on pourrait appeler, grosso modo, le boss de fin des pics de chaleur. Voilà, c'est long, c'est intense et c'est large, quoi. C'est étendu. Bon, en tout cas du côté de la France, dans notre scénario, là, notre climat ressemblerait globalement à celui de l'Argentine. Pays qui, en tout cas dans la réalité aujourd'hui, est justement 4 degrés plus chaud à l'année que la France. Donc en gros, qu'est-ce qui changerait pour la population? Énormément de choses. Et à commencer par une d'elles, la flotte. En fait, avec les températures qui grimpent et la sécheresse qui s'installe peu à peu, le gouvernement commence à imposer des restrictions sur l'eau. Et en fonction des endroits en France et des réserves, l'eau du robinet est coupée de temps à autre. Par exemple, à l'île de Mayotte, du coup l'année dernière, il y avait eu des gros problème en fait en eau potable, ce qui fait que à plein de moments dans la journée, un peu random, il n'y avait plus du tout d'eau. Donc à Mayotte, depuis quelques mois, il y a des coupures d'eau régulières. Donc ici, là, il n'y a pas d'eau. Bon, voilà, ça ne coulait plus au robinet. Les gens ne savaient pas pourquoi, donc fallait prévoir le coup, quoi. Et en plus de ça, quand l'eau elle se met à couler, elle n'est pas forcément propre à la consommation parce que, en vrai, dans le réseau, c'est un peu la cata, c'est un peu dégueulasse. Il y a peut-être des tuyaux qui sont défoncés, plein de choses qui font que t'as plus envie de la boire. Par exemple, en 2025, en France, il faut savoir qu'on n'est pas à la pointe sur le réseau d'eau. Il faut quand même qu'elle soit bien traitée par des usines de dépollution et des trucs comme ça, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, plus que de raison en gros, parce que l'eau de base en France n'est pas ouf. Et vu que les stations pour la traiter fonctionnent à l'électricité, qui coûtent également de plus en plus cher, tout se répercute. Par exemple, le prix du mètre cube d'eau potable a grimpé de 18% en 10 ans, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et en plus de ça, il y a quand même un truc qui est intéressant, que les gens savent pas trop, c'est les fuites. En gros, en France, on perd à peu près 1 milliard de mètres cubes d'eau par an à cause des fuites. Et en gros, vous dites, mais 1 milliard de mètres cubes, ça représente quoi? Vous voyez le lac d'Annecy, il est superbe, il est très grand, du coup, très réputé. Eh bien, c'est ça qu'on perd en eau potable tous les ans. Ce qui représente à peu près la consommation de 18 millions d'habitants. C'est quand même pas rien. Mais bon, en tout cas, dans le scénario, le prix va également exploser et dans des proportions énormes. Car la conso des gens ne cesse d'augmenter à cause des chaleurs. Ils ont plus chaud, ils transpirent, ils ont besoin de boire plus d'eau ou alors de se doucher plus souvent. Et donc, ça fait que l'eau coûte de plus en plus cher. Et ça, logiquement, ça change le quotidien. Par exemple, on fait un peu plus attention quand on fait la vaisselle. On fait attention avec les douches, les toilettes, on tire moins la chasse, ce genre de choses. Et en parallèle, l'eau en bouteille voit elle aussi son prix exploser. Alors j'ai déjà parlé de l'île de Mayotte, mais il se trouve qu'il y a quelques années, là-bas, acheter un pack de 6 bouteilles d'eau pouvait revenir à quasiment 10 €. En France, c'est 1,30 € pour 6 bouteilles à peu près équivalentes. Voilà, c'est quand même pas les mêmes prix. Mais bon, en tout cas, autant vous dire que ça va commencer à tendre la population, et ça va amener alors à des conflits, voire même des drames, car là, il va s'agir quand même de survivre au sens propre du terme. Tu bois pas, mon coco, tu meurs. Mais dites-vous, là, on est que à plus 4 degrés. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va continuer à grimper? Et là, en parallèle, d'ailleurs, je le dis, même si c'est plus la priorité, mais on peut oublier les petites activités comme le ski, car là, franchement, avec ces températures-là, il y a pratiquement plus de neige. En gros, faut vous se dire qu'avec plus 4 degrés, à peu près les 2/3 de toutes les stations de ski dans le monde ne servent plus à rien. Vraiment, il n'y a plus de neige, sont plus rentables, c'est poubelle. D'ailleurs, pour en revenir sur les canicules, peut-être que vous l'avez déjà vu vous-même, et celle de 2003 a été quand même très violente en France. Faut se rappeler quand même, en seulement quelques semaines, il y a eu 4 épisodes caniculaires qui ont touché le pays et foutu un énorme bordel. On a estimé à peu près 5000 personnes qui sont décédées du coup pendant tout cet été-là, et malheureusement, plus des 3/4 de ces personnes étaient quand même des personnes assez âgées de plus de 75 ans. Et donc peut-être que ça remonte à longtemps pour certains, mais c'était vraiment là où on s'est dit putain mais en fait faut vraiment boire de l'eau même quand t'as pas soif, sinon en fait du coup tu peux faire une déshydratation, tu tombes dans les pommes, hop là, les gens vont pas te calculer et puis tu meurs. Et ça peut arriver hyper vite. En 4 jours, il y a eu pratiquement sur la région parisienne une 50aine de morts dû à la chaleur. Sauf que hélas, dans notre scénario, là, avec les plus 4 degrés, les canicules, c'est franchement devenu une normalité. On se dit, voilà, ça va être l'été, on va se taper une canicule de l'enfer, on va bien cramer à 50 degrés. Donc on peut faire un petit calcul à la louche. Il se trouve que pendant l'été 2022, il y a eu à peu près 60 000 personnes qui sont décédées en Europe à cause des grosses chaleurs. Et bon, en tout cas pour dire qu'avec plus 4 degrés, selon les chercheurs, ce serait peut-être autour des 150 000 morts tous les ans à cause des fortes chaleurs. Ça deviendrait alors du coup une cause de mortalité vraiment sérieuse. Et là, si vous avez l'idée
l'idée de vous dire ah mais de toute façon s'il fait chaud, juste à boire du coup de l'eau avec des glaçons ou une boisson très très fraîche et ça va aller mieux. Mais ça, c'est une illusion. En fait, ça peut paraître contre-intuitif, mais boire une boisson très froide pour votre corps, ça ne le refroidit pas. Ça peut paraître fou, mais oui. En fait, quand il va y avoir cette boisson dans votre estomac, elle va être très froide et votre estomac, il va pas pouvoir la gérer. En fait, il va devoir la réchauffer et pour la réchauffer, eh bien du coup, il va utiliser de l'énergie, donc il va se chauffer lui-même. Ce qui fait qu'en fait, ça va réchauffer votre corps quasiment pour qu'elle soit à température ambiante et là, ensuite, il va la gérer. C'est comme si vous activiez votre four interne pour que l'eau soit à bonne température. C'est un peu con, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, les Touaregs dans le désert, eux, ils boivent pas de l'eau froide, non, ils boivent du café ou alors du thé brûlant. Ce qui fait que là, du coup, le liquide va être très très chaud, ça va les obliger à transpirer et en transpirant, là, l'eau s'évapore et ça les refroidit. Donc c'est plus efficace. Un peu comme moi là, avec mon café pomme, quoi, ça fonctionne très bien, quoi. Il est quali, quoi. Il est quali. Bref, avec 4 degrés, vous le voyez, il y a quand même un vrai changement. Mais qu'est-ce qui va se passer avec plus 20 degrés? Eh bien, je vais vous le dire, ça va aller beaucoup plus mal. Bon, là, on passe un sacré cap, évidemment, avec plus 20 degrés. Alors bon, bien sûr, dans la vraie vie, on n'a pour l'instant pas encore d'idée de comment ça va arriver vraiment, et si ça va arriver. Mais pour vous donner un ordre d'idée, du coup, si on avait plus 20 degrés pour un pays européen, par exemple comme la France, ce serait l'équivalent à peu près d'habiter au Mali, qui est donc, du coup, ici sur la carte. Donc voilà, concrètement, c'est un peu au milieu du Sahara, quoi. Et il se trouve que c'est le pays où il fait le plus chaud au monde, à l'année, avec une moyenne à plus de 30 degrés. On a souvent là-bas des étés qui atteignent les 45 degrés, et même des pics à 48 degrés. Tu fais cuire un œuf même à l'ombre, là, à ce moment-là. Et malheureusement, à cause de la vétusté en fait des centrales du pays, ça amène à énormément de coupures de courant. Ce qui empêche alors les gens d'avoir des ventilateurs ou même des climatisateurs qui marchent. Tout s'arrête et ça commence à grimper en flèche la température dedans. En parallèle, ça fait aussi augmenter de manière drastique le prix de l'eau qui là-bas, du coup au Mali, du coup est devenu une denrée assez rare. Alors qu'en parallèle, ça peut paraître assez fou, mais les glaçons là-bas se vendent plus cher que le pain ou même que le lait. Tellement en fait les gens cherchent à faire baisser la température. Et il se trouve justement qu'au Mali, une canicule extrême a déjà eu lieu à peu près au début de l'année dernière et elle avait tué alors à ce moment-là une centaine de personnes. Quand on se réveille et qu'on regarde le thermomètre, il fait déjà entre 32 et 35 degrés. Et à 14 h, il en fera 40. Cette chaleur est insupportable. Il fait tellement chaud en ce moment. Et nous n'avons pas d'électricité. Ce matin, il y a eu une coupure de courant. Ce n'est pas facile. Alors autant vous dire que là, dans notre scénario, où les températures ont explosé partout sur le globe, au Mali, il fait déjà beaucoup plus chaud parce que eux, ils sont les moins bien lotis. Et là, les morts vont se compter sans doute par centaines de milliers, voire même par millions et par millions. Évidemment, les personnes âgées et les petits-enfants sont les plus touchés, sont les plus sensibles, parce qu'ils ont plus de mal à gérer. Et ce sont les pays qui ont peu accès à l'eau potable qui vont trinquer en premier. Et là, malheureusement, c'est beaucoup de pays d'Afrique, des pays d'Amérique du Sud aussi, qui vont avoir un peu de mal quand même. Alors que les pays les plus aisés, qui sont un peu mieux approvisionnés en eau, mais là, il risque vraiment d'y avoir un véritable commerce parallèle qui va se mettre en place, car il y a de moins en moins d'eau potable à cause des canicules à répétition. Tout est en train de s'assécher, du coup, il n'y a plus assez d'eau partout. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. D'ailleurs, justement, en parlant de très haute température, est-ce que vous connaissez la température la plus élevée enregistrée en France? Et là, pour la connaître, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans le passé, il faut juste remonter en 2019, début de l'été, dans la commune de Vérargues. Et là, ce jour-là, les équipements de Météo France ont enregistré une température de 46 degrés. Un thermomètre qui dépasse la barre des 45 degrés, c'est une première dans l'Hexagone depuis la mise en place des mesures de température au début des années 1900. Avec le réchauffement climatique, d'ici 2050, les vagues de chaleur pourraient devenir 2 à 3 fois plus nombreuses selon les scientifiques. Ce qui a alors explosé le record précédent qui datait d'une quinzaine d'années avant. À ce moment-là, la France se classait alors à la 6e place des pays européens qui avaient connu la température la plus élevée, alors que devant, il y avait la Grèce avec 48 degrés, l'Espagne avec 47,3 degrés, ou même l'Italie avec 47 degrés. C'est chaud quoi, c'est bien chaud. Oh le coquin! Bon là en tout cas avec cette augmentation de 20 degrés moyen, revenons un petit point sur les nouvelles moyennes par pays. Alors déjà en Russie ou même au Canada, la température moyenne est alors maintenant à 15 degrés là-bas, ce qui fait que concrètement il ne gèle pratiquement plus jamais, il n'y a plus de neige nulle part, plus rien du tout. Et en vrai là-bas, là ça commence à être assez agréable à vivre, il fait assez doux quoi, c'est plutôt agréable quoi. Voilà. Alaska, Russie, on est bien quoi, on se promène en t-shirt, pas trop chaud quoi. Alors qu'en France métropolitaine, c'est moins bien. Là, en moyenne, il fait 32 degrés, mais en plein été, on peut atteindre les 60. La clim, elle a intérêt à fonctionner à balle. La facture, elle est violente. Combien?
Et franchement, par contre, pour certains pays d'Afrique ou même du Moyen-Orient, ça commence tout doucement à ressembler à l'enfer, avec en moyenne à l'année 48 degrés, comme par exemple au Sénégal ou au Qatar, et on se rapproche là-bas sans doute des 70 degrés en plein été, ce qui est évidemment impossible à vivre en fait. C'est comme essayer d'habiter dans un sauna, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, en parlant de sauna, j'y reviendrai après. Et là donc, comme je le disais avant, les canicules sont devenues tout simplement la nouvelle normalité en fait dans notre scénario. On s'étonne plus, oui, il y a une canicule, c'est logique, c'est comme dire, il y a l'été, voilà, il fait chaud. Et là, c'est sûr que l'humanité finit par s'adapter et par comprendre que voilà, il y a des moments où il fait extrêmement chaud et du coup les gens gèrent, ça fait partie du quotidien. Et d'ailleurs, pour parler de la pire canicule de l'histoire, eh bien, faut remonter à 2010 et c'est alors une canicule de plusieurs mois qui a touché l'hémisphère nord de façon radicale. Et on estime à près de 55 000 personnes qui ont perdu la vie et majoritairement, c'était des Russes. Et si on remonte un peu plus dans le temps, en 1988, c'est une date très importante, déjà parce que c'est là où je suis né, mais aussi, il y a une grosse canicule qui a touché les États-Unis et notamment le Nord. Le Nord. Alors, à l'époque, on avait moins tendance à se dire que les gens étaient morts parce qu'il faisait chaud, c'était un peu bizarre, mais on estime quand même qu'il y a eu quand même des milliers de morts à ce moment-là aux États-Unis à cause de la chaleur. Et voilà, là, on a quelques photos en fait de cette époque-là et vous voyez que c'est intéressant de se dire que ce monsieur est sans doute encore en vie. Là, aujourd'hui, il est un peu âgé alors que la vache, on l'a bouffé depuis longtemps. Bref, dans notre scénario, là, avec 20 degrés, le maître mot, c'est déshydratation. En fait, le corps humain n'est pas fait pour encaisser des températures si hautes et du coup, entre le manque d'eau et puis la chaleur, c'est de plus en plus compliqué, on est de plus en plus défaillant et vous savez, quand le corps fonctionne mal, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser, on fait n'importe quoi, on fait pas long feu quoi. Concrètement, c'est ce qu'on appelle la phase d'hyperthermie. À ce moment-là, en fait, vous avez des phases de confusion, de délire. Vous pouvez même avoir des hallucinations à cause de la chaleur. Dans le pire des cas, vous pouvez même avoir des convulsions de manière assez douloureuse, faut être honnête. Et plus ça va grimper et plus vous serez exposé à la chaleur et pire ce sera. À ce moment-là, vous le voyez, mais beaucoup de personnes commencent alors à faire des hémorragies sans avoir été blessées. Et du coup, nos reins, qui est de base un organe qui permet de filtrer le sang, ils sont de plus en PLS là. Parce que tout simplement, le rein est l'un des tout premiers organes qui va lâcher quand il fait trop chaud. Il a un peu plus de mal que les autres. Et quand il lâche, c'est pas ouf parce que le sang n'est plus filtré ou alors moins bien. Et alors, on commence à avoir d'horribles douleurs avec des caillots de sang qui vont se former. C'est un peu comme si les éboueurs, en fait, ils passaient plus dans les égouts, ça va s'encrasser, ça peut faire exploser les canalisations, un peu comme dans votre corps. Il faut vraiment imaginer que les canalisations pètent en vous, c'est pas beau à voir. Là, les crises cardiaques commencent alors à se multiplier, mais en masse, et vont devenir alors la principale cause de mortalité dans notre monde, où il fait plus de 20 degrés. Bon, là, on a des centaines de millions de morts, et c'est pas prêt de s'arrêter. Cela dit, plus tard dans la vidéo, là, on se dit ça va être pire en pire, mais on pourra voir que, avec des très hautes températures, ça peut avoir des bienfaits sur le corps humain, mais dans des conditions très spécifiques. On y reviendra. Bref, en plus d'impacter directement les personnes, la chaleur impacte aussi la technologie. C'est vrai que vous le savez, quand il commence à faire un peu chaud, le téléphone, il commence à déconner, le smartphone, il fonctionne plus, et là, justement, avec plus 20 degrés, en tout cas avec la technologie actuelle, ça ne fonctionne pas, c'est mort quoi. Il est aussi déconseillé d'utiliser sa voiture, électrique ou non d'ailleurs, parce que les risques de panne sont vraiment accrus. En fait, les pièces sont sensibles aux fortes chaleurs, et par exemple, les batteries des voitures électriques, elles ont quand même pas mal de mal quand il fait trop chaud. Pour ce qui est du transport aérien, là aussi, vous pouvez oublier. Par exemple, en 2017, des dizaines de vols ont été annulés à cause des températures aux États-Unis. Et là, vous vous dites, mais putain, c'est quoi le rapport? À quel moment l'avion, en fait, il ne vole pas s'il fait chaud? Quand les températures augmentent, l'air est moins dense et il y a donc moins de molécules par mètre cube d'air. Il n'y a pas vraiment de danger pour les avions de ligne, mais ce serait dangereux si au moment du décollage d'un avion chargé au maximum de sa capacité, la température augmentait de 40 degrés en 5 minutes. Dans ce cas-là, l'avion ne gagnerait pas assez de puissance pour décoller convenablement et sans risque. Et c'est d'autant plus le cas pour les petits aéronefs. Alors, ça peut paraître bizarre, mais du coup, comme l'air est plus chaud, il est moins dense. C'est d'ailleurs le fonctionnement d'une montgolfière. On a de l'air chaud dans le ballon, et donc comme cet air est plus léger que l'air à l'extérieur, qui est plus froid, c'est pour ça que la montgolfière monte. Mais là, ça fait que comme notre planète Terre est beaucoup plus chaude, on a l'air qui est moins dense partout, et donc concrètement, les avions, ils peuvent plus décoller. Mais il y a peut-être aussi des difficultés pour les piafs, parce que les oiseaux, ils ont besoin de s'appuyer sur l'air, et en vrai, il y a peut-être moyen que des espèces d'oiseaux ne puissent tout simplement plus voler. Ils ont plus assez de force pour ça, quoi. Alors si vous pensez que 20 degrés en plus, c'est déjà l'enfer, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce qu'on va rajouter un bon paquet supplémentaire pour voir ce qui va se passer. Bon, écoutez, avant de parler de mort, de planète en feu ou même de catastrophe écologique, on va faire une petite parenthèse bien-être, c'est important. Parce qu'avec 56,7 degrés en plus sur Terre, c'est littéralement la température qu'il fait dans un hammam. Donc un hammam, du coup, qui est une pièce très humide et très chaude. Ce qui permet alors de transpirer abondamment, d'éliminer les toxines et de nettoyer tous les pores de votre peau. En tout cas, c'est ce qui est dit quand vous allez payer 50 balles la séance. Et ça, c'est important. C'est cher, mais c'est un bon investissement. Après, vous n'allez pas rester longtemps dans le hammam, 10-20 minutes maximum, et après, il faut sortir puisqu'il peut y avoir des dangers pour votre corps. On peut effectivement mourir dans un hammam quand on reste trop longtemps, genre plusieurs heures, là, c'est danger, quoi.
Sauf que le problème là dans notre scénario avec la planète Terre, c'est qu'on n'a pas choisi d'être dans un hammam. Et si vivre d'1 degré en plus c'était relou, qu'est-ce qui se passe avec 56,7 degrés en plus? Alors déjà du côté de la faune, c'est un carnage. En fait les animaux ne peuvent plus résister à des chaleurs aussi fortes, à part quelques exceptions. Par exemple les souris sylvestres de Floride, les dromadaires ou même les renards faméliques, ils vont tenir un peu plus longtemps. Parce que eux déjà ils sont habitués à supporter les grosses chaleurs, donc ça peut aller. Par contre, pour les animaux carnivores, bah là, il y a quand même plus rien à se mettre sous la dent, car les animaux meurent de chaud, ce qui flingue alors toute la chaîne alimentaire. Et le problème, c'est que pour les herbivores, bah il y a tout simplement plus rien à bouffer, parce que du côté de la flore, là, c'est l'hécatombe. En fait, énormément d'étendues de prairies ne sont plus vertes du tout. L'herbe ne peut plus pousser, elle crame tout simplement, comme en été où vous voyez l'herbe devient jaune, ou même le sol carrément stérile. Et en plus de ça, on va avoir les feux de forêt qui se multiplient encore et encore, ce qui défigure alors complètement notre planète. Et tout ça, ça va alors générer des milliards et des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, ce qui va augmenter encore plus la température. Sinon, c'est pas drôle. Et le problème, c'est qu'avec cette température, les matières plastiques, bah, à un moment, elles commencent à fondre également. Il suffit qu'il y ait du soleil qui les frappe pour que ça se mette un petit peu à couler. Et justement, pourquoi avoir choisi 56,7 degrés pour cette nouvelle étape? Eh bien, tout simplement parce que c'est la température la plus haute enregistrée sur Terre depuis que les instruments de mesure existent. Et pour ça, il faut quand même remonter à 1913, à Furnace Creek, dans le désert californien, où la température dans l'air a explosé tous les records. Et c'est d'ailleurs dans le même endroit, des décennies plus tard, que le record de la plus haute température au sol a été enregistré avec 93,9 degrés. Et d'ailleurs là-bas, il n'est même pas rare qu'il y ait des années complètes sans la moindre goutte d'eau. Ce qui fait que là, en tout cas, avec cette température moyenne sur le globe, faut imaginer que par exemple aux Émirats Arabes Unis, comme par exemple à Dubaï, très sympa, les buildings et tout, les influenceurs, voilà, on adore. Faut imaginer qu'on est en moyenne là à 80 degrés. C'est chaud, hein, c'est vraiment chaud, chaud, chaud. Ils ont vraiment intérêt à dessaler l'eau de mer, de ouf. Et on peut avoir là-bas des pics alors à 100 degrés en plein été. Déjà que là, faut vous le dire, mais aujourd'hui, c'est quand même réputé que Dubaï est déserté pendant les mois de l'été parce qu'il fait trop chaud et c'est désagréable. Là, imaginez du coup, il fait 100 degrés quoi. L'eau se met à bouillir. Alors, en France métropolitaine, la température moyenne est alors de 67 degrés, comme dans à peu près la plupart des pays d'Europe, hein, justement. Et même dans les pays froids comme la Finlande ou la Norvège, eh bien, on a des températures de 60 degrés en moyenne, ce qui n'est plus du tout froid, on est d'accord. Et même au Groenland, il fait extrêmement chaud avec 38 degrés. Et justement, on n'en a pas parlé, mais puisqu'il fait chaud, même très chaud, toutes les glaces du globe ont fondu. Et il se trouve que si toutes les glaces du monde fondent, eh bien le niveau de la mer augmente de quasiment 70 mètres. On n'est pas sur 1 ou 2 mètres là où on a peur à la fin du siècle, non, 70 mètres. Bon, à ce moment-là, je vous renvoie sur le versus de la montée des eaux où j'aborde un peu plus la question. On va pas se répéter quoi. Mais si vous voulez avoir un petit avant-goût de à quoi ça ressemblerait justement des températures aussi chaudes, eh bien je vous raconte l'histoire de personnes qui sont mortes durant un concours de sauna. En fait, il se trouve qu'en 2010, lors de la finale des championnats du monde de sauna, parce que oui, ça existe visiblement, eh bien l'un des deux candidats a carrément perdu la vie. Et là, oubliez les températures des saunas habituelles, parce que là, il était question d'être enfermé dans une pièce chauffée à plus de 110 degrés. Et il se trouve qu'après environ 5 minutes, les portes ont été ouvertes et les deux finalistes se sont effondrés et gravement brûlés. Et malheureusement là-dedans, eh bien Vladimir Lajizenskin, qui avait terminé à la 3e place l'année dernière, l'a payé de sa vie. Donc là, dans notre scénario, on a le droit à une sorte de sauna à ciel ouvert et les gens l'ont pas demandé, surtout qu'ils doivent le vivre H24. Et là, à ce niveau-là, on peut estimer que les morts sur la planète Terre se comptent en milliards. La vie animale est complètement décimée et peut-être que les animaux qui survivent le mieux sont ceux qui vivent dans les eaux profondes, peut-être dans les abysses, où là, il n'y a pas d'énorme différence. Les animaux des très grandes profondeurs peuvent survivre en produisant leur propre lumière, appelée bioluminescence. Pour vulgariser, ça ressemble un peu au bâton lumineux que vous utilisez à Halloween, mais elle est produite naturellement par des réactions chimiques à l'intérieur d'un animal. La plupart des eaux profondes sont froides, généralement à une température inférieure à celle de votre réfrigérateur. Mais les animaux de grand fond ne craignent pas le froid et nombre d'entre eux ne peuvent survivre et se développer que dans le froid. Vu qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, la plupart des animaux ici-bas sont très petits pour n'avoir besoin que de peu de nourriture. La lumière, la pression, la température et la nourriture sont des caractéristiques typiques de l'océan qui restent stables sur de longues périodes, laissant aux animaux le temps d'évoluer pour survivre. Et justement, en parlant d'eau, il va être temps en fait d'atteindre une température critique et symbolique. Et là, on va voir des températures qu'on pourrait atteindre notamment sur la Lune ou encore lorsque les dinosaures ont été anéantis. Alors oui, ça y est, 100 degrés. Et là, justement, notre planète atteint un seuil très symbolique, celui de la température à laquelle l'eau se met à bouillir ou alors à s'évaporer. Là, vous comprenez sans doute vers où on se dirige, l'assèchement en fait des dernières étendues d'eau douce dans un premier temps, puis de toute notre planète. Alors ça va pas se faire en un claquement de doigts, faut quand même se le dire. Et les océans, quand même, ils vont quand même pas mal résister, même s'il fait plus 100 degrés. Alors au tout début, ça va être les rivières, puis les fleuves, puis des lacs qui vont être défigurés, qui vont rapetisser jusqu'à ce que l'eau disparaisse. Ce qui fait que là, adieu la Seine, adieu le lac d'Annecy.
Sea, adieu le lac Titicaca aussi, mais également adieu le lac Baïkal, qui est vieux lui de 25 millions d'années et qui mesure 1700 mètres de profondeur. Lui il disparaît, sachant qu'il faut savoir, mais c'était le plus ancien et le plus profond lac du monde. Alors c'est un lac très connu en Russie. Il est tellement grand qu'on pourrait mettre facilement des milliers de fois toute la surface de Paris à l'intérieur. Il pourrait prendre toute la largeur de la France. Donc il est vraiment grand quoi. Et lui, il se sera évaporé. Bref, toutes ces étendues d'eau, vous oubliez. Et là, petit à petit, on se rapproche de la température qu'il peut faire sur la Lune. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir. En fait, avec les différents relevés de la NASA, on sait qu'il peut faire au maximum 120 degrés sur notre satellite naturel. Alors 120 degrés en fait quand il y a le soleil qui tape, parce que lorsqu'il fait nuit, que le soleil ne frappe plus, là il se met à faire glacial. Et encore, c'est pas exactement la même chose que sur Terre, bien sûr, parce que là-bas, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas l'air pour réchauffer et tout quoi. Ça aussi entre moins 170 et plus 120, donc c'est des petits écarts quoi. Le truc c'est qu'avec cette température sur Terre, pour les êtres humains, ça devient littéralement impossible de survivre. Et le seul moyen pour eux, ce serait éventuellement de se balader en combinaison spatiale. C'est ce qui nous permet, notamment sur la Lune ou dans l'espace, de nous balader en toute quiétude, on va dire. En fait, les combinaisons spatiales permettent de résister à des températures négatives qui peuvent descendre à moins 179 degrés, mais également des températures positives jusqu'à plus 149 degrés. Même si évidemment, elles sont pas faites pour pouvoir durer des jours entiers. Donc là, il y aura un problème. On parlera d'autres combinaisons plus tard, justement. Et à ce niveau de température, vous l'imaginez bien, mais les incendies continuent à se propager partout dans le monde, voire même il n'y a plus que ça, parce que là, à ce moment-là, voilà, c'est compliqué quoi. Et ça, c'est l'occasion de vous parler de l'incendie le plus meurtrier de l'histoire. Alors pour ça, il faut remonter en 1871 dans le nord du Wisconsin aux États-Unis, avec l'incendie de Peshtigo. En fait, cet incendie de forêt a ravagé plus de 485 hectares de végétation et d'habitation. En fait, on estime que les flammes ont dépassé la barre symbolique des 1000 degrés et elles ravageaient alors tout sur leur passage. Et ça aurait coûté la vie à peu près à 2000 personnes. Ce qui est intéressant puisque à l'époque, les gens avaient tellement flippé en fait de cet incendie qu'ils avaient pensé qu'il y avait une comète qui avait embrasé la forêt. Et au final, bien longtemps après, les scientifiques leur ont dit mais arrêtez les gars, non, ça a juste cramé. Bon, en tout cas là, avec nos plus 100 degrés, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais je vous le dis, la plupart de la population terrestre est morte. Que ce soit de déshydratation, de faim, de maladie ou juste de sauna naturel partout sur Terre quoi. Alors il y a quand même certaines personnes qui sont vivantes encore. Peut-être que les Jeff Bezos, là, les Zuckerberg, ils sont dans leur méga bunker sous terre, où là ils sont assez bien épargnés de la température hardcore. Ils ont peut-être des giga réserves de nourriture, différents équipements, et pour eux, la vie est plus cool, et plus douce, et plus fraîche aussi. En parallèle, on peut aussi retrouver peut-être des survivants qui se sont mis à se regrouper dans d'anciennes mines ou même d'anciennes villes minières. Et en fait, grâce à l'isolation de fortune, le fait d'être sous terre, bien les habitants de ces endroits arrivent à grappiller en fait des temps de vie supplémentaires. Depuis des milliers d'années, les hommes se retirent sous terre pour faire face à des climats difficiles. Cela a commencé par nos ancêtres qui ont abandonné leurs outils dans une grotte d'Afrique du Sud il y a 2 millions d'années. Jusqu'aux néandertaliens qui ont créé d'inexplicables piles de stalagmites dans une grotte française au cours d'une période glaciaire il y a 176 000 ans. Même des chimpanzés ont été observés en train de se rafraîchir dans des cavernes pour les aider à faire face à la chaleur extrême de la journée dans le sud-est du Sénégal. Et là, parmi tous les phénomènes bizarres qui se passent avec plus 100 degrés, eh bien on a les routes faites de goudron ou de bitume qui se mettent à fondre. Et un truc, c'est que si la route se met à fondre, on peut pas rouler dessus parce que en fait, ça va devenir poisseux. Donc en fait, les pneus qui vont pas tenir longtemps d'ailleurs entre nous, ils vont se mettre à coller sur la route. Donc vous n'avancez plus, vous fusionnez avec la route, c'est dégueulasse. Bref, le transport routier prend un petit coup quoi. Bon, on va cependant pas s'arrêter là puisque là, on va passer à une barre bien plus élevée avec les 1000 degrés. Évidemment, la planète va prendre très très cher et petit à petit, on va se rapprocher de choses qui ressemblent dans d'autres mondes. Alors, avec 1000 degrés de surface, eh bien j'ai une bonne nouvelle puisque figurez-vous que là, on a explosé les températures qu'on peut trouver sur d'autres planètes de notre système solaire. Si c'est pas beau ça. Alors, à savoir, bien du coup, là, on vient de battre la température de Mercure puisque sur Mercure, on a une moyenne d'à peu près 427 degrés, alors que sur Vénus, on a 462 degrés. Bref, on est plus chaud que ces mondes-là, on n'est pas peu fiers. Et là, à 1000 degrés, vous l'avez compris, mais notre planète est totalement méconnaissable. Et à ce niveau-là, eh bien, toutes les eaux des océans se sont évaporées depuis très longtemps. Ce qui fait qu'en fait, du coup, ça ne ressemble plus à une planète bleue, mais une planète marronâtre, rougeâtre à cause des volcans en éruption et compagnie, quoi. Alors, cela dit, il faut quand même pas l'oublier, mais les océans, ça fait entre 4000 et 5000 mètres de profondeur. Donc, même s'il fait 1000 degrés, ça ne va pas s'évaporer en 2 secondes. Ça peut prendre très, très, très longtemps. Alors, c'est un peu dur à dire. Est-ce que ça va prendre des années pour s'évaporer, des décennies ou alors des siècles? Compliqué à dire. Mais bon, à un moment, elle s'évaporera. Je pense qu'il est inutile de le préciser, mais toute la faune, la flore et compagnie a complètement cramé, s'est volatilisé même en fait à ce moment-là, parce que du coup, plus rien ne résiste. Et ce qui est intéressant avec 1000 degrés, c'est que c'est à peu près la température à laquelle le bois, donc des arbres et compagnie, se décompose tout simplement et se transforme en braise ardente. Donc là, ça veut dire que spontanément, toutes les forêts de la planète, si c'était pas déjà fait avant, elles se transforment en fait en braise. Et donc il n'en reste plus rien. Est-ce que nous, en tant qu'humains, on pourrait survivre en fait à la surface de cette planète Terre? Oui, il y a un moyen, et ça s'appelle les combinaisons de volcanologues.
Parce qu'en effet, il se trouve que ces équipements permettent de résister à des températures dépassant les 1000 degrés. Une ancienne version de cette combinaison était composée d'un matériau qui est maintenant interdit d'utiliser, l'amiante, mais qui permettait de résister au feu. C'est interdit parce que c'est nocif pour la santé, entre autres pour les bronches. Aujourd'hui, on utilise d'autres types de matériaux sans amiante et qui permettent de s'approcher suffisamment pour prélever des coulées de lave ou encore de gaz. Par exemple, on fait appel à des masques avec des feuilles en or qui permettent d'atténuer la radiation de la lave et de ne pas se brûler les yeux. Alors c'est parfait puisque ce genre de combinaison, c'est ce que vous allez enfiler quand vous vous baladez juste à côté d'un volcan avec la lave en fusion comme derrière moi. C'est comme pratique, c'est sympa. Mais néanmoins, à l'intérieur, c'est quand même très chaud. Vous avez 40, 50 degrés que vous ressentez dedans, on n'est pas bien quoi. Et 1000 degrés, ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est la température en moyenne du magma. Et on se dit, mais c'est composé de quoi en fait le magma? Bah concrètement, c'est de la roche fondue. Alors c'est de la roche, c'est différents trucs à l'intérieur. Il peut y avoir du magnésium, du quartz, de la caillasse quelconque. En fait, grosso modo, quand vous avez de la matière terrestre qui est très chaude, elle se liquéfie. Et cette liquéfaction, c'est ça le magma. Mais à un moment, quand c'est à l'air libre, comme il fait frais à l'extérieur, bah, la température refroidit et ça se solidifie et donc ça reforme en fait de la roche. Et là justement, comme on baigne dans une planète Terre à 1000 degrés, il est possible que du coup on ait une température à peu près à point pour que la surface commence à se transformer petit à petit en lave en fusion. On a peu à peu là une boule incandescente. Mais en plus à cette température, il y a beaucoup de matériaux qui se mettent littéralement à fondre. C'est par exemple le cas de l'or. Et ce qui fait que les objets sur Terre qui ont été faits avec de l'or fondent, se désagrègent. Alors par exemple, vous voyez ce masque là funéraire de Toutankhamon, bien il est en grande partie composé d'or, bah lui il va se mettre à fondre. Après si vous voulez qu'on parle de l'un des plus gros artefacts qu'on ait jamais trouvé en or massif, c'est-à-dire quasiment composé que d'or, nous avons le Praputa Maha Suwana Patimakon. On l'appelle aussi le Bouddha d'or, c'est quand même plus simple. Et lui, il se trouve dans le temple de Wat Tramit à Bangkok. C'est une statue qui mesure à peu près 3 mètres et qui pèse 5,5 tonnes d'or. Quasiment pure. Autant vous dire qu'elles, bah, du coup, elles fondent. D'ailleurs, si on fondait tout cet or-là et qu'on le transformait en lingots, eh bien, on pourrait en tirer à peu près 500 millions d'euros. Un demi-milliard, quoi. C'est pas mal, hein. On va se faire des couilles en or. Mais après, là, on a parlé d'or, ok, l'or fond, mais il y a quand même un matériau, du coup, qui a fondu bien avant l'or, et c'est le plastique. Là, vous voyez, par exemple, cette planète Terre, c'est en plastique, eh bien, ça fond à 300 degrés. Ça veut dire que là, ce serait à ce moment-là, depuis très longtemps, juste, eh bien, une flaque de plastoc. Très chaude. On s'en rend pas compte, mais il y a du plastique partout autour de nous. Par exemple, tous les jeux Lego ont fondu depuis belle lurette. Et ce qui fait que par exemple là, regardez le Faucon Millennium à 850 €, eh bien il s'est transformé en flaque de plastique. C'est quand même beau. Quelle indignité. Et là peut-être on pourrait se dire, ok, mais est-ce que du coup les métaux vont se mettre à fondre? Eh bien en réalité, pas encore. Par exemple, la tour Eiffel qui est faite de fer, eh bien elle n'a pas encore fondu. Grand bien lui fasse. Température de fusion du fer, le moment où il se met à se transformer en liquide, c'est 1500 degrés. Donc on a encore un peu de marge. Néanmoins, il y a peut-être un phénomène un peu bizarre qui va se passer avec la tour Eiffel et en gros beaucoup en fait de buildings qui sont faits en fer ou en acier. Bah le matériau, vous voyez, il sera pas assez solide pour pouvoir supporter le poids du tout le bordel et donc il va un peu, comme quand on est fatigué de porter quelque chose, on va un peu se tasser et on va se péter la gueule tout doucement. À ce moment-là, du coup, vous l'avez compris, mais notre planète n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais nous allons passer un dernier cap, celui de la température la plus élevée qu'on puisse imaginer sur le système solaire. Alors là, on arrive à plus de 5000 degrés et vous l'avez bien capté, mais la planète Terre ressemble plus à grand chose, franchement. En fait, faut vous le dire, mais plus aucun matériau ne résiste à 5000 degrés. Le fer qui compose la plupart des objets en fait costauds, eh bien il a fondu. Les immeubles eux-mêmes se sont transformés en magma puisque le béton, ils fond à 1200 degrés et l'acier à 1500. Comme la plupart des bâtiments sont faits en béton armé, eh bien ils se sont transformés en flaques de magma, quoi. Et même l'un des matériaux les plus résistants à la chaleur au monde, qui serait le tungstène, c'est un métal extrêmement résistant. Par exemple, on l'utilise dans l'aérospatial ou alors dans le bec des avions qui peuvent aller très vite quand ils dépassent le mur du son. Et bien pour éviter que le bec de l'avion fonde, et bien il est fait en tungstène. Et bien même lui, il fond à 3400 degrés. Donc ça ne va pas. Mais si j'ai évoqué 5700 degrés, c'est pas pour rien puisque c'est littéralement la température à la surface du Soleil. Donc c'est comme si on était à la surface du Soleil. Et justement, peut-être que vous avez déjà entendu parler du phénomène un peu étrange au niveau du Soleil des taches solaires. En fait, comme s'il y avait des zones noires à la surface du Soleil. Mais est-ce que c'est des endroits où en fait il fait plus chaud et où on pourrait se poser? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et à ce moment-là, la planète Terre n'est plus dans un état solide, liquide ou gazeux, mais de plasma. Donc le 4e état de la matière. On en a assez peu sur Terre en fait, mais en réalité, la plupart en fait de la matière dans l'univers, c'est du plasma, mais c'est pas solide quoi. Par exemple, notre Soleil, comme vous le voyez derrière moi, il est exclusivement fait de plasma. Mais bon, le plasma, imaginez ça très grossièrement comme un gaz hyper chaud et avec des propriétés bizarres. Et donc, en fait, les taches solaires, c'est pas du tout un endroit solide, non, ça reste un endroit extrêmement chaud qui fait des milliers de degrés. C'est juste que c'est moins chaud et donc après, quand on prend des instruments de mesure et qu'on crée un contraste avec des lunettes spéciales, on accentue ces zones-là et du coup, elles apparaissent noires. Mais elles sont pas du tout noires, elles sont extrêmement lumineuses et si vous les aviez en face des yeux, ça vous cramerait la rétine. Faut quand
même se le garder en tête. Et après vous dites putain mais en fait la Terre est aussi chaude que le Soleil, c'est incroyable. Mais ce qui est amusant avec notre planète Terre, c'est qu'à présent, elle est plus chaude que la plupart des étoiles dans notre galaxie. En fait, il se trouve que curieusement, la plupart des étoiles dans notre galaxie ne sont pas comme le Soleil, comme vous voyez derrière moi, mais des naines rouges. C'est-à-dire en fait des toutes petites étoiles qui peuvent brûler leur carburant pendant très longtemps, elles brillent moins fort, elles sont moins chaudes et leurs températures sont autour des 4000 degrés. Alors que nous, là, on est presque à 6000, vous voyez quand même. Et donc en fait, on estime que à peu près 80% des étoiles de la Voie lactée sont des naines rouges. Et probablement d'ailleurs les étoiles de toutes les autres galaxies. Mais 5700 degrés, faut pas non plus se dire que c'est irréel, parce que il se trouve que le noyau de la planète Terre est autour des 6000 degrés. Donc là, c'est comme si on avait la surface du noyau, c'est sympa quoi. Il fait vraiment très chaud quoi, c'est ça que je suis en train de dire quoi. C'est bon, t'as fini? Alors déjà, soyez rassurés parce que la Terre ne va pas se transformer en boule de feu. En tout cas pas aujourd'hui, et pas dans les milliards d'années qui suivent. Après, il est possible que lorsque le Soleil, notre Soleil, va rentrer dans sa phase finale de vie et qui va se mettre à grossir, là, la planète Terre va se réchauffer parce qu'elle sera de plus en plus proche de lui. Et oui, à ce moment-là, la planète Terre va ressembler à une boule de feu. Bon, en tout cas, ça permet peut-être de relativiser sur les quelques degrés en plus qui nous attendent en fait dans les temps à venir, du coup, avec le réchauffement climatique. Même si c'est peut-être encore l'enjeu de notre siècle, on ne sait pas. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Moi, je vous souhaite, eh bien, un très bel été, du coup, plein de festivités, et on se dit à la prochaine. Bye bye.